Donc bonsoir à tous. On est peu nombreux, mais c'est bien. On va être une niche de spectateurs avertis sur ce petit péplum que je vais vous présenter. Donc déjà, merci bien sûr à l'IRIS, un laboratoire de recherche de l'île 3, historique, je sais jamais. Ouais, le laboratoire de recherche historique du Septentrion, quelque chose comme ça. Je sais plus, je me remets toujours les pinceaux avec les acronymes. Donc en fait, c'est une soirée qu'on a organisée avec Christine Aubry, qui ne peut pas être là ce soir, dans l'idée en fait de montrer que les laboratoires de recherche de l'université, on avait aussi des choses à dire sur le cinéma et de faire des thématiques un peu transversales entre les sciences humaines. Et vu qu'on a aussi une fac de cinéma, voilà, essayer un peu de mélanger nos différents savoirs et arriver finalement à proposer des éclairages un petit peu différents. Donc merci à Christine Aubry, à Stéphane Michonneau, qui est le directeur de l'IRIS, et à Sylvain Lezage, qui va venir présenter Wonder Woman tout à l'heure. Donc moi, je suis Cyril Balagui, je vais vous présenter, donc je suis doctorant en muséologie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je soutiens le 8 décembre prochain à 14 h. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura de la bière grecque gratuite, donc ça vaut le détour. Je retiens à remercier aussi le Kino, bien sûr, parce que c'est un cinéma associatif dont je suis aussi bénévole. Et en fait, pour tous les films que vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe entre quelques salariés et beaucoup de bénévoles. Donc merci à Mathilde qui a permis de trouver les distributeurs, notamment de Hercule et la conquête de l'Atlantide. Ça a été un film qui a été dur à trouver, mine de rien. Merci à Claire pour le devis, merci à Joseph pour la programmation, merci à Hugo pour l'affiche et à Patrice pour la com. Et bien sûr, un merci tout particulier à Anna de la chaîne Mythic Strip qui permet de filmer cette intervention et qui va venir après le film pour débattre avec moi. Alors, je vais juste vous donner quelques petits angles de lecture par rapport au film que vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est un peu moi qui l'ai choisi, ce film. Alors, pourquoi passer Hercule à la conquête de l'Atlantide? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? En fait, il s'inscrit typiquement dans la mode des péplums italiens qu'il y a eu dans les années 60, parce que c'est vraiment une mode qui a même un début et une fin. Cette mode, elle est apparue en 1958 avec le film Les Travaux d'Hercule de Pietro Franceschi. Et il a réalisé la suite un an plus tard, Hercule et la reine de Lydie en 1959. Et en fait, ça a créé vraiment c'est deux films qui ont eu un très très gros succès, ce qui a conduit à une multiplication de films en Italie, dans les studios de Cinecittà et ailleurs. Et en fait, c'était souvent des ouvriers qui venaient faire, pour gagner un peu plus d'argent, qui venaient faire les figurants sur les films. Et on est arrivé à un pic, notamment en 1964. Il y a eu 31 péplums qui ont été tournés cette année-là, plus ou moins en lien avec Hercule et la mythologie. Et après, c'est très vite redescendu. Dès 1965-1966, le genre en fait, a été supplanté par les western spaghetti. Donc ce film, il date de 1961, donc vraiment en plein cœur de cette mode. Alors souvent les péplums, ils ont mauvaise presse, surtout les péplums de ces années-là. On dit que ça raconte n'importe quoi, on dit que c'est très cheap, que les effets spéciaux sont grossiers, que c'est que des culturistes, qu'il n'y a pas vraiment de travail d'acteur. Et donc là, je vais essayer de vous montrer pourquoi Hercule à la conquête de l'Atlantide est très intéressant et qu'est-ce qu'il dit finalement sur le cinéma et sur aussi l'histoire antique. Alors tout d'abord, oui, il faut le dire, malgré le titre, Hercule à la conquête de l'Atlantide n'a aucun lien avec la mythologie classique. Parce que déjà, il ne raconte pas des travaux d'Hercule, enfin des épisodes de la vie d'Hercule qui sont connus, et l'Atlantide, ce n'est pas mythologique. L'Atlantide, c'est quelque chose de philosophique, c'est une métaphore utilisée par Platon qui cherchait à décrire, en fait, c'est une métaphore de la ville d'Athènes, qui à la fin du 5e siècle a perdu la guerre du Péloponnèse. Et en fait, c'est une ville qui avait, comme l'Atlantide, qui s'était très vite enrichie, qui était une thalassocratie et qui du coup avait été victime de sa grandeur et qui s'est effondrée par la suite. Et donc Platon explique le mythe de l'Atlantide pour faire un parallèle avec la situation d'Athènes à l'époque. Donc en fait, rien de mythologique, il n'y a jamais eu de rencontre, il n'y a jamais eu d'histoire dans la mythologie entre Hercule et l'Atlantide.
En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est ce qu'il nous dit sur l'histoire du XXe siècle. C'est aussi pour ça que j'ai choisi par rapport à ce que fait au laboratoire Iris auquel j'appartiens, pour faire un peu ce lien entre histoire et mythologie et cinéma. C'est qu'en fait, là, je vous donne quelques clés de lecture. Par exemple, les Atlantes que vous allez voir dans le film, ce sont des grands blonds. Alors, je ne crois pas qu'ils ont les yeux bleus, mais c'est des grands blonds qui veulent dominer le monde. Et vous allez voir, le lien est assez facile à faire avec les régimes totalitaires des années 30-40, avec le nazisme principalement. Autre lien, vous allez voir au début du film que les cités grecques vont essayer de se positionner face à la menace atlante, parce que là c'est une menace, les Atlantes menacent de dominer le monde. Et en fait, cette société des cités grecques, parce que je me rappelle que la Grèce antique en tant que pays n'est qu'une construction moderne, hein. La Grèce, dans l'Antiquité, c'était plusieurs cités-États. Eh bien, en fait, ils vont pas arriver. Bon, là, je vous spoil les 10 premières minutes du film. Ils vont pas réussir à prendre position finalement sur la conduite à tenir, un peu comme ce qu'a fait la position de la SDN, hein, la Société des Nations, dans l'entre-deux-guerres, qui n'a rien pu faire contre la montée du nazisme de Mussolini et de l'URSS. Et aussi une métaphore aussi de l'ONU, parce que même encore aujourd'hui, c'est des problèmes récurrents face au Conseil de sécurité de l'ONU, face au veto. L'ONU n'arrive pas toujours à arrêter des guerres, à maintenir la paix, alors que c'est un de ses objectifs principaux. Et là, il faut savoir que le réalisateur était communiste, enfin il a été communiste au moins on le sait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une idéologie derrière qui se passe. D'autant plus, et là, certains disent que la meilleure scène du film, c'est la première. Donc après, ne partez pas après la première scène du film, où vous allez voir un Hercule assez particulier, hein. Normalement, Hercule, c'est quelqu'un qui se bat, voilà, c'est le gros bourrin. Et vous allez voir en fait que pendant toute la première scène, mais aussi une grande partie du film, Hercule va être quelqu'un d'assez passif, mais en même temps qui va décider d'intervenir au moment opportun, tout seul, contre l'avis de tout le monde. Ce qui peut faire un peu penser aussi aux positions attentistes ou aux États-Unis qui se proclamaient comme le gendarme du monde et qui interviennent comme bon leur semble, malgré les avis de l'ONU. Donc il y a vraiment ce sous-texte politique-là qui est assez présent. Donc je vous enjoins d'essayer d'en voir d'autres. Je pense que moi je l'ai vu il y a quelques mois, mais là je vais le revisionner un petit peu du coup, voir s'il n'y a pas d'autres analogies. Une dernière chose, une dernière thématique que je voulais aborder, c'est du coup, pour après, on verra ça après le film. Vu que moi, j'étudie la mythologie grecque dans les musées de la région, en fait, ça m'a fait penser à la vision de la mythologie dans les vases, parce que en fait, on dit souvent que la mythologie au cinéma, la mythologie dans les comics, la mythologie dans les cultures de l'imaginaire actuel, c'est forcément moins bien, ça dit n'importe quoi. Enfin, il y a vraiment parfois une opposition entre cette culture populaire et la culture des textes antiques, la culture qu'on trouve dans les musées, dans les peintures, dans les vases grecs, etc. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, pas du tout. En fait, dès l'Antiquité, déjà dans l'Antiquité, il n'y a pas de Bible mythologique, hein, il n'y a pas de texte fondateur qui explique la vie d'Hercule de A à Z. Donc, ce qui fait que dès l'Antiquité, vous avez plusieurs versions de la vie d'Hercule qui coexistent. En fait, chaque ville, chaque auteur dit un peu ce qu'il veut, comme la vision d'Hercule au cinéma finalement. Donc, il n'y a pas de vérité vraie sur les histoires d'Hercule. Donc, finalement, on pourrait inventer ce qu'on veut. Et si vous n'êtes pas allé à Boulogne-sur-Mer, je vous enjoins d'y aller parce qu'ils ont la plus grande collection de vases grecs sur Hercule. Déjà la deuxième plus grande collection de vases grecs derrière le Louvre en France. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous allez à Boulogne-sur-Mer, vous allez voir des épisodes très connus de la vie d'Hercule en vase grec, mais vous allez voir aussi des épisodes qui sont totalement inventés. D'accord ? Vous allez voir Hercule, par exemple, qui joue de la lyre avec Athéna. C'est une part que... Je ne sais pas si vous savez que Hercule était peut-être un grand musicien. Vous allez le voir sur un vase grec en train de jouer de la musique avec des animaux. Là aussi, quelque chose de totalement inventé. Et en fait, Hercule dans les vases grecs, c'est comme la mode des péplums italiens des années 60. Ça a été une mode aussi dans la céramique grecque à figure noire. C'est-à-dire,
les historiens de l'art, les archéologues ont daté ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'entre moins 550 et moins 500, il y a eu à Athènes, on sait même le quartier, hein, parce que tous les vases grecs étaient produits au même endroit, dans le quartier du Céramique, eh ben, il y a eu un pic de production de vases sur le sujet d'Hercule à ce moment-là. Alors, parce qu'en fait, c'était avant la démocratie athénienne, c'était l'époque des tyrans à Athènes. Et du coup, on valorisait le statut de l'homme fort, de l'homme civilisateur. De la même manière que Pisistrate, qui était un tyran d'Athènes, voulait remettre de l'ordre dans la cité. Et du coup, une fois que la démocratie est arrivée à Athènes, hein, avec les réformes de Clisthène vers 508 avant Jésus-Christ, le mythe d'Hercule, d'Héraclès, on devrait parler d'Héraclès vu que c'est le terme grec, c'est effacé. Et en fait, c'est un autre héros qui va prendre la relève, c'est Thésée. Alors tout ça pour vous dire que c'est à peu près la même chose. Hercule, ça reste un sujet iconologique qui va être traité de certaine manière, que ce soit aussi bien dans les vases grecs que dans le cinéma. Donc il n'y a pas de jugement de valeur à porter. C'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Chaque art, en fait, c'est ce qui est intéressant avec la mythologie. C'est pour ça que je m'en suis intéressé dans mon sujet de thèse. C'est qu'en fait, c'est un sujet qu'on retrouve dans la mythologie grecque qui a été accaparé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et que chaque art, finalement, chaque époque, on a fait sa propre version, chaque époque, chaque art a créé sa propre mythologie, finalement, sur Hercule. Donc là, vous allez voir une des mythologies possibles sur Hercule, donc de l'Italie des années 60, et du coup, elle nous dit autant sur la vision qu'on a de ce personnage que sur l'époque où le film a été réalisé. Donc, j'ai à peu près fini. Je finirai. Alors, ma copine est doctorante en littérature, donc je me permets une petite citation qui va l'énerver, de Alain Pocard, qui dit, dans la défense de la série B, il dit « On perd toujours son temps à lire un mauvais livre. En revanche, on trouve toujours une idée à glaner, une image à déchiffrer dans un mauvais film. La raison en est évidente. La simplification des sujets, des comportements psychologiques et des ressorts dramatiques fait que le mythe apparaît plus nettement, débarrassé de sa gangrène pseudo-intellectuelle. » Donc, voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase, et on se retrouve après. Si vous avez des questions, on fera un petit débat avec Anna sur la vision justement d'Hercule dans la culture actuelle par rapport au film qu'on vient de voir. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et bon film. Non, mais sinon, donc j'ai un peu dit des bêtises, il y a quand même des références mythologiques assez poussées quand même dans le... cette idée qu'on retrouve aussi un peu pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Age of Mythology, c'est cette idée que les Atlantes sont plus anciens, vénèrent des dieux en gros que les Grecs vénèrent les dieux du panthéon olympien, les 12 dieux autour de Zeus et tout ça, et que les Atlantes vénèrent les dieux d'avant, hein, les titans, avec Chronos, avec Atlas, on retrouve les divinités, on retrouve Proté dans cette magnifique scène de transformisme mythologique. Donc il y a quand même 2-3 éléments mythologiques. On retrouve là aussi la femme de Hercule, Déjanire. Bon, après on ne dit pas comment elle va mourir, mais on retrouve des enfants de Héraclès. Il en a eu beaucoup, il n'en a pas eu qu'un, parce que forcément il a eu 4 femmes. Donc je crois qu'il en a même plus, il en a eu plus de 50, je crois, à un moment. Mais donc voilà, ça donne une version d'un Hercule. Vous voyez quand même que par rapport à la première scène du film et pendant une grande partie, c'est un Hercule un peu débonnaire, hein, un peu un Hercule italien qui fait pas grand-chose, qui dort, qui mange, qui laisse un peu les choses se passer, qui intervient vraiment quand il faut, avec sa force brute animale, mais qui fait pas grand-chose d'autre finalement. Donc c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez des idées sur la question. Et c'est une vision d'Hercule qui est quand même assez intéressante du coup. Est-ce qu'on retrouve ça parce qu'Anna, elle connaît plus du coup, elle a lu plein de comics sur Hercule, donc si vous ne connaissez pas, il y a les 2 éditeurs, on va parler de ça pour faire un peu la transition avec Wonder Woman qu'on va voir tout à l'heure. Donc pour faire simple, hein, Wonder Woman c'est DC, hein, donc il y a 2 grandes, je me dis si je me trompe, 2 grandes maisons d'édition, il y en a plein d'autres aussi, hein, mais il y a Marvel et il y a DC, et en fait Hercule se retrouve dans les 2 maisons d'édition. Oui. Alors, on a effectivement Hercule chez DC qui est très secondaire au final dans l'univers global de DC. D'ailleurs, depuis le mois dernier, il est mort.
Donc on ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant, chez DC, Hercule est mort. Et par contre, chez Marvel, on a un Hercule qui a été beaucoup plus exploité. Alors la première apparition que j'ai notée de Hercule chez Marvel, c'était en 1963, dans le 10e tome des Avengers. Donc c'est très vieux, mais là, on considère que c'est pas vraiment notre Hercule, que c'était juste un mignon qui avait été invoqué pour ralentir de mémoire Hulk. Donc voilà, et autrement, le Hercule, vraiment héros mythologique, qui prend vraiment sa place chez Marvel. Il apparaît à partir de 65 dans le premier Journey into Mystery. J'ai pris des notes, oui. Et en fait, il va combattre Thor, mais pas sur le plan du super vilain qui combat un héros. C'est juste que alors tout le comics en question, c'est le combat entre Hercule et Thor. Et c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fait de laisser passer l'autre sur un pont. Voilà, c'est très bête. Et après, Hercule, à partir de l'année suivante, donc là je reprends, j'ai une telle mémoire des dates, c'est terrible. À partir de 66, Hercule va quasiment jamais disparaître. En tout cas, il ne va pas avoir de disparition de l'univers de Marvel pendant plus d'un an ou deux. Il va très vite rejoindre les Avengers, puis beaucoup travailler avec Thor. Donc le Thor qu'on connaît globalement, c'est-à-dire Thor Odinson, le blond avec son marteau. Je ne parle pas de Jane Foster, enfin si, maintenant il bosse avec Jane Foster parce qu'il fait partie des Avengers, mais globalement, voilà, il a beaucoup travaillé avec Thor, il a passé beaucoup de temps avec les Avengers. Il a, autrement, on peut parler aussi d'un crossover notable qu'il a fait avec Wolverine. Il a travaillé, il a pas mal traversé, enfin il est beaucoup resté avec les Avengers, il est aussi allé chez les Champions, donc c'est un petit peu les Avengers mais qui sont basés à Los Angeles, pour faire simple. Et autrement, voilà, c'est un héros qui a pas vraiment eu beaucoup d'aventures solo. Juste, quand il a vraiment été relancé, alors c'était en 2011 avec la série Herc. Donc ça, c'était après tout un tas d'arcs super complexes de chez Marvel, comme ils aiment bien les faire, avec des retournements de héros, des changements de héros dans tous les sens. Et donc Hercule a perdu son statut de demi-dieu à ce moment-là, et il se retrouve à New York, Normal. à devoir vivre comme un mortel, et à devoir aussi regagner son statut de héros. Donc on a un Hercule qui est... il y a beaucoup de rappels, notamment dans Herc, de rappels à la mythologie, au Hercule mythologique qu'on connaît. D'ailleurs, ils nous refont dans Herc. Alors là, par contre, pas dans la version publiée chez Panini, qui contient... un Hercule publié chez Panini qui contient tous les tomes de Herc, plus la première apparition d'Hercule. Je l'ai amené, vous allez pouvoir consulter ça après. Mais malheureusement, dans cette intégrale, ils ont viré 10 pages de rappel de qu'est-ce qui est arrivé à Hercule depuis les temps mythologiques jusqu'au début de la série. Ce qui est dommage parce que c'est très intéressant. Et ça, par contre, c'était dans les parutions mensuelles. Et autrement, on a un Hercule. Donc là, maintenant, il fait partie des Avengers et il revient vraiment sur le devant de la scène depuis quelques années. En fait, vraiment depuis Herc, il est revenu sur le devant de la scène. Notamment, c'est le seul à avoir fait un truc intelligent pendant la dernière Civil War de Marvel. Alors, Civil War, c'est quand les super-héros de Marvel se tapent dessus. Et c'est le seul à pas être allé taper sur les autres, mais à avoir sauvé le monde pendant ce temps. Et là, du coup, maintenant, il est dans les membres fondateurs des nouveaux Avengers parce que depuis fin 2016, les Avengers se sont dissous et se sont totalement reformés. Comme ça arrive régulièrement chez Marvel. Mais ça, après, c'est aussi la différence Marvel-DC. C'est-à-dire que DC, on recommence à zéro. Et puis Marvel, ils font on va faire l'apocalypse et puis après, on voit ce qu'on en fait. Après, là, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que du coup, ses premières apparitions dans les années 60, ça correspond aussi
à l'âge d'or des péplums sur Hercule. Donc il y a, vous voyez, par rapport à ce que j'avais dit avant en introduction, c'est qu'il y a des modes à la Hercule, et là, tu dis, on le revoit après, à partir des années 2010, comme il y a eu ça c'est professeurs en cinéma qui le disent, hein, il y a des bouquins dessus, depuis les années 2010, enfin depuis le 3, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film 3 de Peterson, en fait on a eu un nouvel âge du péplum en fait, qui est arrivé avec le 3 de Peterson, avec plein de films mythologie. En 2014, il y a eu 2 ou 3 films sur Hercule qui sont sortis. Alors, je sais pas, la plus connue, c'est la version avec The Rock, qui est adaptée d'un autre comics, mais plus un one-shot. Donc, vous voyez, c'est finalement assez lié, que ce soit comics, cinéma. Il y a des modes comme ça, des personnages qui réapparaissent sur le devant de la scène. Et alors, pour faire aussi le lien avec Wonder Woman, souvent dans l'univers de Wonder Woman, Hercule, c'est un peu le méchant. En fait, si je me trompe, mais dans certaines versions que j'ai lues, Hercule, c'est celui qui viole la mère de Wonder Woman. Dans l'idée, dans l'idée vraiment, Hercule, il a la tête d'une armée masculine et il va faire la guerre aux Amazones, qui sont une armée féminine. Et pendant un certain temps, Wonder Woman croit qu'elle est la fille, qu'elle est l'enfant du viol de sa mère, de Hercule sur sa mère. Donc, il apparaît souvent comme un méchant notoire de Wonder Woman, même si la plupart du temps, je crois que c'est Ares qui est quand même un gros méchant, c'est celui du film, hein, le gros méchant de Wonder Woman. Hercule n'a pas une connotation très positive chez DC. Mais d'ailleurs, ça change. Alors, faut savoir, là, je pourrais situer, c'est en ce moment, DC, depuis quelques années, sont en plein reboot, encore une fois, de leur univers. Et donc, dans les Marvel, dans l'univers Rebirth de Marvel, donc de DC, donc l'univers actuel, du coup, Ares n'était plus le méchant, mais ça, on l'a découvert il y a quelques mois déjà. Et l'autre truc, c'est que justement, Hercule, on l'a pas beaucoup vu dans cet univers, on l'a juste vu le temps de 5-6 pages, le temps qu'il meurt. Mais au final, il n'était pas en guerre contre Wonder Woman, il a même légué toute sa fortune, et a priori, elle était assez colossale à Wonder Woman. Et là, par contre, je peux pas vous en dire plus parce que c'est ce qui est sorti la semaine dernière. Donc, j'attends la suite. Mais donc, voilà, si vous avez des questions là-dessus, mais c'est pour vous montrer tous les liens qu'il peut y avoir entre les différentes formes d'art, de science. Donc après, moi, je rêverais qu'il y ait une exposition sur Hercule qui mélange vase grec et comics. Ça pourrait être très intéressant. Et d'ailleurs, là, j'ai amené, vous verrez après, j'ai amené des exemplaires où on voit vraiment sur un tome de Wonder Woman pour raconter l'histoire de ce combat entre d'Hercule avec les Amazones. Et en fait, ils reprennent l'iconographie de la céramique grecque. Il y a toute une partie de l'histoire qui est fait en figure noire, figure rouge des céramiques grecques. Donc il y a vraiment une interpénétration de ces thématiques-là. Et quand vous lisez, les interviews d'auteurs de comics, ils disent clairement s'inspirer de ce background-là, de cette mythologie-là, de cette iconographie-là. De la même manière que vous avez dans le film, il y a plein de références. La porte... je vous souvenez, il y a une sorte de porte au lion, ça fait référence à la civilisation mycénienne. Vous pouvez aller voir... encore plus belle que celle-là, pas en plastique, la porte au lion en Grèce à Mycène. Donc il y a vraiment une interpénétration, si vous voulez, entre... comme j'avais dit ma citation à la fin de mon intervention, il y a toujours quelque chose à prendre dans ce genre de film au niveau iconographique, au niveau des noms, au niveau de plein de choses. Moi d'ailleurs, tu parles de ça, c'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué au niveau des comics. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé justement dans le film qu'on vient de voir, c'est que le Hercule des comics, que ce soit chez DC, chez Marvel, au final j'ai l'impression qu'on a un socle commun de la façon de voir Hercule, parce que le Hercule qu'on a dans les comics, que ce soit chez DC, chez Marvel, dans un sens il ressemble un peu à celui qu'on a vu là dans le film, c'est-à-dire il y a vraiment une ressemblance dans le physique du personnage qu'on retrouve... en tout cas, dans toutes les représentations que j'ai pu voir...
dans toute la présentation d'un Hercule adulte, j'ai envie de dire, parce que j'ai des souvenirs de dessins animés qui visaient un public plus jeune, d'un Hercule rajeuni, sans citer forcément non plus celui de Disney. Je pensais aussi à d'autres séries qui visaient un public ado, où on a un Hercule, pour le coup, qui n'a pas de barbe, mais autrement, dans beaucoup de représentations que j'ai pu voir d'Hercule, il y a justement cette barbe, ce physique, enfin... Vraiment, on retrouve les traits d'Hercule. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué là au visionnage du film. C'est que j'ai retrouvé les traits qu'on peut voir dans le Hercule des comics. Bah, c'est vrai que normalement, Hercule, il y a plusieurs caractéristiques pour l'identifier. Hein. Il y a la barbe, parce qu'effectivement, normalement, la barbe dans l'ancienne Grèce, c'était un signe, c'était ce qui de vieillesse. Hein. Dans la Grèce antique, c'était les philosophes, les politiciens qui portaient la barbe. C'était aussi un signe de sagesse. Après, normalement, il n'y a pas de lion. Alors là, c'est intéressant, il n'a pas de la peau de lion. Mais on voit quand même une petite référence quand il combat Prothée. Il y a quand même l'affrontement avec le lion. Donc ça montre quand même que l'affrontement de Hercule avec le lion et le rapport au lion, il est quand même un petit peu présent dans le film. Mais normalement, il a la peau de lion sur la tête une fois qu'il le qu'il le gagne. Il y a ça, il y a la musculature, donc c'est pour ça que là il a pris, je ne sais plus le nom du monsieur, mais ils prennent toujours des bodybuilders mono-expressifs comme acteurs. Alors je ne sais pas si vous avez vu la version avec Schwarzenegger, qui vaut son pesant d'or, c'est le premier film de Schwarzenegger, c'est Hercule à New York. Alors lui pour le coup c'est un vrai nanar, c'est un petit bijou. Donc pour dire la force, la musculature, et aussi un peu toujours cet air débonnaire, de la force tranquille. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces réminiscences-là à chaque fois. Et autrement, comme on nous a fait signe, on peut peut-être vous appeler à continuer discussion avec maintenant, nous. Vous avez de la bière gratuite et plein de miam-miam. Donc nous, on sera à la table avec j'ai ramené des comics sur Hercule, des livres et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez plus d'informations. Et vous retrouverez ce qu'on vient de dire sur la chaîne YouTube de Anna, Mythic Strip. Donc je mettrai ça en lien avec le kino et puis le laboratoire. Donc voilà, et puis à tout à l'heure pour le prochain film. Ah, pardon. Il y a une question. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le lien, effectivement, Hercule, là, il y a des liens avec Ulysse. Bah oui, c'est toujours ça. On prend un nom, on prend Hercule, et puis après, on y balance des références pêle-mêle à chaque fois. Effectivement, il y a l'histoire de je prends le bateau et je vais vivre des aventures. L'histoire avec le fils, il a qu'un fils qui va sauver. Il y a effectivement cette magicienne, cette femme un peu magicienne, un peu femme forte qui rappelle effectivement et qui essaye de retenir Ulysse aussi, comme Calypso. Pas de souci. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a Calypso dans la mesure où elle veut le garder avec lui. Lui proposer non pas de l'immortalité, mais de régner sur le monde. Donc c'est tout à fait, oui. Oui, c'est ça. En fait, ils vont prendre les. Bah oui, on va prendre des références et qui vont servir après. Moi, ce qui m'a aussi frappé, la grande salle avec la reine et puis l'Atlas qui porte devant. Je crois que ça m'a fait penser au Médée de Pasolini, où il y a aussi un peu la fameuse danse quand il arrive dans le palais, où là, du coup, c'est Hécate qui remplace Atlas. Mais du coup, il y a forcément, quand on voit les deux scènes, il y a aussi un lien. Donc il y a même après, c'est des choses qui vont être réutilisées, même du cinéma entre les différents. Voilà, quelqu'un comme comme beaucoup de cinéastes vont prendre aussi ces références-là. Donc tout s'interpénètre. C'est postmoderne, c'est la mondialisation. Là, c'est un acteur anglais, c'est un réalisateur italien, c'est une production franco-italienne. Donc tout est interpénétré. Ça fait partie. C'est la culture occidentale qui est réinterprétée en elle-même. Ouais. Donc voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On parlera autour d'un verre entre nous. Donc voilà. Donc merci. Puis à tout de suite. Donc rebonsoir à tous pour ceux qui étaient là pour le premier film.
Donc moi j'ai déjà trop parlé, donc je vais laisser la parole pour ce film sur Wonder Woman à Sylvain Lesage, qui est maître de conférence en histoire contemporaine et qui va nous en dire un peu plus sur ce personnage. Donc voilà, pour introduire un petit peu et vous donner quelques clés de lecture sur ce personnage hautement iconique. Donc voilà. Merci. Oui, alors, quelques éléments. Je vais essayer de rester bref, hein, parce qu'il est tard et voilà, le film dure assez longtemps. Rappeler quelques éléments, je vais vous rappeler quelques éléments historiques sur la création du personnage de Wonder Woman, qui est une histoire à part entière. Et puis, vous faire état de quelques-uns des débats que la réception de Wonder Woman a suscité. Alors, Wonder Woman, c'est vraiment un personnage à part dans toute la galaxie des personnages de comic books et de super-héros qui en ce moment occupent une place considérable dans le cinéma de blockbuster américain. Une place qui est liée à, bien sûr, sa longévité tout à fait inégalée. Il y a deux super-héros qui ont une longévité supérieure, Superman et Batman. Et bien sûr un poids tout à fait considérable dans la culture populaire. Mais sa création même est vraiment une histoire intéressante, puisque au départ, donc, il faut revenir un tout petit peu sur l'épisode de la création de ce qu'on appelle les comic books, qui naissent à l'initiative d'un ancien directeur d'école, hein, Max Gaines, qui fonde une entreprise qui s'appelle All American Comics et qui, je vous fais vraiment la version courte de manière scandaleuse, mais c'est cette firme qui publie Superman 1938 et Batman 1939. Le succès des comic books suscite très rapidement une polémique très vive aux États-Unis à propos de l'atmosphère de violence que les comic books renvoient, en particulier dans un contexte de montée des tensions internationales, de la guerre qui s'installe et des effets que ça suscite sur la jeunesse. Et très vite, les intellectuels s'engagent dans cette polémique, essentiellement pour dénoncer les effets délétères des comic books ou pour relativiser le poids de la culture de masse sur la psychologie des jeunes enfants. Et là-dedans, dans cette polémique, un psychologue qui s'appelle William Moulton Marston, il se fait appeler par plusieurs noms, mais voilà, ce psychologue écrit dans une revue qui s'appelle Family Circle, pour prendre la défense des comics, en expliquant en gros que les comics sont loin d'avoir atteint le potentiel auquel ils peuvent prétendre, et que certes, pour l'essentiel, ce que la production offre, c'est des choses assez vulgaires, assez communes, assez banales, mais que ces comics peuvent tout à fait offrir quelque chose de mieux. Max Gaines, voyant cette défense des comic books, se rapproche de Marston et lui demande de créer un héros, un nouveau super-héros, et Marston, du coup, va faire le choix d'un héros qui préfère l'amour à la violence et la paix à la guerre. Ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que Marston ne pense pas à un personnage féminin. La personne qui pense à faire de ce super-héros une super-héroïne, c'est la femme de Marston, Elizabeth Moulton, qui est psychologue et juriste, qui vit dans une relation polyamoureuse, donc avec Marston et Olive Byrne. Et les trois sont très engagés dans le mouvement suffragiste, dans le féminisme, dans le mouvement pour le contrôle des naissances. Donc finalement, le paradoxe, c'est pas tant le personnage de Wonder Woman, c'est le fait que le personnage de Wonder Woman ait au départ été dans l'esprit de Marston un homme. Et évidemment, on peut se demander, alors c'est un peu de l'histoire spéculative, hein, mais on peut se demander ce que ça aurait donné un personnage, le personnage de Wonder Woman tel que Marston l'envisageait, c'est-à-dire un personnage masculin mais doté de qualités féminines, pour dire les choses très très vite. Évidemment, c'est des choses qu'il faudrait nuancer. Alors,
Le personnage de Wonder Woman, pendant très longtemps, s'est caractérisé plutôt par son potentiel que par son intérêt, parce qu'il a longtemps été cantonné un peu au second rôle, en particulier parce que Marston se refusait de le confier à d'autres. Et donc, Wonder Woman occupe aussi une position à part dans l'industrie du comic book, où normalement les personnages appartiennent aux compagnies et non pas aux auteurs. Et Marston a exercé une tutelle assez forte qui fait que le personnage de Wonder Woman a commencé à s'émanciper réellement que à la mort de Marston, ce qui est évidemment paradoxal, hein, ce personnage féministe, cet auteur très engagé dans le mouvement pour les droits des femmes, finalement la faiblesse de son implication dans l'écriture scénaristique faisait que le personnage de Wonder Woman était cantonné à des péripéties assez anecdotiques. Elle était secrétaire de alors c'était l'ancêtre de la Justice League qui s'appelait à l'époque la Justice Society. Voilà, même principe, et évidemment Wonder Woman étant une femme, c'est la secrétaire. Voilà, elle a mis du temps à s'émanciper, connu toute une série d'adaptations sur lesquelles je ne reviens pas. Peut-être ce sur quoi je voudrais insister, c'est les débats que le personnage a suscité en termes de représentation de genre et de représentation des identités, chose auxquelles le public américain est particulièrement sensible, beaucoup plus qu'en France, où le débat a beaucoup plus tourné. Oui, il y a eu une discussion autour de ce personnage féminin fort et puissant, mais il ne se pose pas dans les mêmes termes qu'aux États-Unis. Alors, globalement, le consensus a été de célébrer la réussite de cette adaptation, de l'originalité, de voir enfin un personnage féminin principal qui n'est pas cantonné à un rôle anecdotique, de voir en fait le personnage de Chris Pine, qui joue Steve Trevor, l'éternel fiancé de Wonder Woman. Steve Trevor, c'est le personnage féminin classique, c'est-à-dire tout le temps en besoin d'être secouru, défini par son rapport à Wonder Woman. Voilà, on a un renversement des stéréotypes qui fait qu'on a eu une véritable célébration assez unanime pour l'essentiel de ce personnage de Wonder Woman. Il me semble quand même qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Alors, je ne veux pas vous spoiler le film, mais il y a quand même une scène de sexe. Alors, je vous arrête tout de suite, on voit vraiment rien. Mais il me semble qu'on a une scène assez problématique là-dedans, dans l'invitation sexuelle, sur la question de qui prend la décision de coucher avec l'autre. Alors, je vous laisse vous faire votre avis. Il y a des discussions sans fin auprès des féministes. Mais il me semble que là, il y a à mon sens, un vrai échec du film à aller jusqu'au bout de la logique de faire de Wonder Woman un personnage totalement émancipé. Et finalement, je pense que Wonder Woman reste, à ce moment-là du film, définie par le désir masculin. Alors, évidemment, cette définition de Wonder Woman comme objet de désir masculin, ça renvoie aussi au costume et au choix d'un certain nombre d'éléments qu'on peut considérer comme peu pratiques pour la baston. Ça, c'est très clair. Mais malgré tout, voilà, les avis sont très partagés. Pour vous en donner un exemple qui a été tout à fait emblématique, c'est qu'en octobre 2016, le personnage de Wonder Woman a été nommé ambassadrice honoraire des Nations Unies pour les femmes et les filles. Ce qui a suscité une polémique énorme, à la fois en raison de la sexualisation évidente du personnage, ne serait-ce que les affiches en témoignent très bien, et puis bien sûr de la nature fictionnelle du personnage et du fait que c'était peut-être pas l'image idéale pour défendre les valeurs d'égalité et de respect de l'autre, et que finalement Wonder Woman était peut-être un personnage qui, dans l'industrie du comic book, pouvait renvoyer une image plus positive que Lois Lane et toutes les bécasses qui peuplent cette industrie, mais que malgré tout, Wonder Woman participait de l'objectification des femmes. Voilà, donc une réception assez mitigée, très, très nuancée, et qui a tourné aussi beaucoup autour des problématiques d'intersectionnalité. Vous le verrez, le début du film qui se situe à Themyscira, l'île mythique des Amazones,
met en place une sorte de diversité ethnique idéale qui disparaît dès que Wonder Woman rentre dans le monde réel. Et évidemment, le fait que la diversité ethnique soit cantonnée à l'espace de l'utopie travaille beaucoup le féminisme et tous les débats qui peuvent traverser le féminisme américain autour des problématiques de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le croisement des inégalités hommes-femmes, des inégalités noir-blanc, etc. etc. Ce sur quoi je voudrais juste terminer pour attirer votre attention sur ce qui, à mon sens, est sans doute l'élément le plus intéressant du film du point de vue du jeu des identités et des stéréotypes, qui a été relevé par quelques observateurs, mais assez peu. C'est alors j'imagine que vous n'avez pas encore vu le film, ou bon, voilà. Mais il y a un personnage d'Indien qui répond au nom de Chief, qui est joué par Eugene Brave Rock, et alors qui a été diversement apprécié là aussi, notamment parce que une partie de son rôle, c'est de jouer, consiste à jouer le rôle d'éclaireur, à envoyer des signaux de fumée à ses petits copains. Enfin, vous voyez le genre de représentation quand même extraordinairement stéréotypée des Indiens dans les films américains. Il se trouve que Eugene Brave Rock est un Indien Blackfoot à qui Patty Jenkins, la réalisatrice du film, a donné une très très large autonomie dans la réalisation du film. Elle lui a laissé vraiment carte blanche pour créer son personnage. Et Eugene Brave Rock, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu d'être le brave indien qui envoie des signaux de fumée, en fait, il s'est approprié le personnage de Napi, qui est un demi-dieu dans la mythologie Blackfoot, qui est connu comme le raconteur d'histoire ou le rusé. Et il a pu parler en Blackfoot, il a pu s'habiller en Blackfoot, ce qui paraît être quelque chose de relativement banal, mais qui est totalement inédit dans le cinéma américain mainstream. Et ce qui montre sans doute, enfin je crois que c'est vraiment là que le film Wonder Woman est le plus intéressant, en ce qu'il montre la marge de manœuvre qui existe au sein des industries culturelles les plus formatées pour questionner les stéréotypes identitaires. Voilà, sans plus attendre, voilà, je vous laisse découvrir ou redécouvrir le film. Voilà, bon film.